Allez, c'est parti. Bienvenue à tous. Merci pour votre présence sur ce webinaire dont le sujet est la rationalisation des plateformes data via migration sur Databricks, qu'on va illustrer aujourd'hui au travers d'un retour d'expérience client. Moi, je suis Marc Durao, je suis cofondateur et président de Commit Technologies et je suis accompagné aujourd'hui d'Alim. Aline Daoumer, enchanté tout le monde. Je suis l'un des trois cofondateurs de Commit Technology également, et je suis aussi directeur du développement de Commit. Et de Bachar. Bonjour tout le monde, Bachar Weby, Solution Architect chez Databricks depuis 2 ans maintenant. Donc, le sommaire de cette présentation, on va aborder tout d'abord le contexte pour vous présenter un petit peu les forces en présence. Ensuite, je rentrerai en détail sur le business case, puis le projet de migration en tant que tel. Je finirai bien classiquement par une conclusion et ensuite, ce sera le temps des questions-réponses. Donc, le contexte et charité bien ordonnée commençant par soi-même, je vais laisser Alim présenter Commit Technology. Yes, merci Marc. Petite intro sur Commit Technology. Donc, nous sommes trois cofondateurs aux compétences assez complémentaires. Marc, président et directeur de programme data. Moi-même sur toute la partie directeur de développement de la société et alliance avec nos éditeurs préférés que vous pouvez voir juste à droite, dont Databricks. Sébastien Vanotti, qui est le CTO de l'entreprise. Commit est un collectif de plus de 30 consultants experts data. On a plus d'une quarantaine de clients actifs et plus d'une quarantaine de certifications. Commit est un pure player data, donc nous sommes une société d'expertise, chose sur laquelle nous focalisons énormément. Côté toujours métier de Commit Technology, on intervient sur l'ensemble de la chaîne de valeur de la donnée. Donc, la stratégie, la gouvernance data, tout ce qui est pilotage et agilité dans le monde de la data. On construit les data platforms, évidemment, le plus sécurisé et les plus automatisés possible de nos clients. Et ensuite, on va s'atteler à valoriser leurs différentes données une fois qu'elles sont bien collectées et bien organisées. On est agnostique sur la partie cloud, donc ça veut dire qu'on travaille avec l'ensemble des majors, des hyperscalers, AWS, Azure et puis GCP. Et ensuite, nous avons fait des choix data, ou du moins notre cher CTO les a fait et nous les suivons religieusement. Donc on travaille avec Talend, avec Databricks, avec Snowflake, DBT, Starburst, et après j'ai envie de dire qu'on s'adapte un petit peu en termes de vise. En termes de clients, nous travaillons avec tout type d'organisations, des grands groupes du CAC 40, mais aussi des sociétés, des PME et des ETI, pure players dans leur domaine. Et dans tout domaine confondu, on travaille dans la finance, beaucoup d'énergie et d'industrie. On travaille avec des sociétés de services, on travaille aussi avec des sociétés dans le monde de l'habillement et dans le retail. Euh, donc voilà, un panorama assez large. Et puis si vous avez des questions là-dessus, n'hésitez pas à me contacter ou à les poser sur ce chat. Et puis je te rends la parole, Marc. Merci Alim. Bachar, du coup, même exercice sur Databricks? Très bien, merci Marc. Donc Databricks, éditeur de logiciels spécialisé dans la data et l'AI. Databricks fournit une plateforme data. Aujourd'hui, nous avons une présence partout dans le monde avec plus que 10 000 clients, un revenu annuel à plus de 2,4 milliards de dollars. On a eu plusieurs rounds d'investissement, plus de 4 milliards de dollars. Donc, on a pas mal de pouvoir d'investissement sur des sujets clés, AI et autres. Databricks est l'inventeur du Lakehouse, qui est aujourd'hui l'état de l'art de plateforme data. Et on est un pionnier dans tout ce qui est GenAI. On a un ADN très fort dans la recherche et le développement. Databricks est créateur de plusieurs projets open source, Delta Lake, Apache Spark pour tout ce qui est traitement de données en masse,
MLflow pour le gestion du cycle de vie des projets ML, DBRX comme modèle LLM et très récemment Unity Catalog pour toute la partie gouvernance de données. On est reconnu par le Gartner comme leader sur à la fois la partie base de données et gestion des systèmes de base de données cloud. Leader aussi sur la partie data science et machine learning, et reconnu aussi par le Forrester comme leader sur data pipeline cloud, sur Lakehouse et sur AI. Et très récemment, reconnu aussi par l'IDC comme leader dans l'analytique et traitement de données en streaming. Merci Et Bachar. en France, particulièrement en France, on est plus que 150 collaborateurs et on a des clients dans les différents secteurs et on couvre 90% du CAC 40. Okay, merci Bachar. Je vais à présent rentrer sur le contexte client. Alors, le projet étant toujours en cours, le contexte client, il est anonymisé, donc on ne va pas trop s'occuper de la partie de gauche. Les chiffres ne sont pas tout à fait justes, mais pas tout à fait fantaisistes non plus. Donc, on est sur vous voyez, une grosse société avec des collaborateurs qui sont nombreux et un petit peu partout dans le monde. On va plutôt focaliser sur la partie de droite, donc le contexte en termes de plateforme data. On est chez un client qui a 3 plateformes data, 2 plateformes legacy et une plateforme sur Databricks. Les plateformes legacy trahissent un certain nombre de pain points, de difficultés, je vais le dire en français, et de points qu'on a mis en avant ici. Donc, le premier, c'est le coût de la MCO, donc de la maintenance de ces plateformes, qui est environ de 3 millions d'euros par an. Qui est due notamment au fait de l'incidentologie qui est importante. Et donc, on a effectivement une partie des coûts qui est portée finalement par tout ce qui est hardware, licensing et compagnie, mais aussi beaucoup qui sont finalement portés par les équipes qui vont résoudre ces problématiques et ces bugs. On est sur des plateformes legacy qui ont pour la plus vieille une trentaine d'années, pour l'autre une quinzaine d'années. Donc on a des problématiques qui vont être liées à l'obsolescence technologique, à la fin du support des éditeurs et également finalement à la perte de compétences en interne, puisque vous imaginez bien qu'une plateforme qui a plus de 30 ans, on commence à voir des départs à la retraite et pas forcément beaucoup de 109 qui a envie de travailler sur ces technologies-là. Donc voilà un petit peu le contexte. Donc comme je vous le disais, une plateforme d'une trentaine d'années, quinzaine d'années pour l'autre, et Databricks qui est en présence depuis, on va dire 5 ans. Et pour ceux qui ne connaîtraient pas bien la solution, simplement un slide de présentation un petit peu macro sur les fonctionnalités que je vais te laisser, Bachar, présenter, s'il te plaît. Merci Marc. Je vais faire ça très rapidement. Donc Databricks, une plateforme data unifiée pour les différents usages, que ce soit usage AI, data science, donc AI couvrant GenAI ou de l'intelligence artificielle plus classique. Donc l'offre, ça s'appelle Mosaic AI. Tous les usages BI. Donc, dashboarding, BI classique avec notre offre Databricks SQL. Donc, c'est Data Warehouse pour l'interaction en interactive avec les données. Une plateforme data, on a besoin d'avoir à gérer des workflows de traitement de données. Donc, on a cette offre de workflow DLT pour l'ingestion des données. Et après, une offre de dashboarding et un peu de démocratisation de l'accès à la donnée via langage naturel. Donc, ça, c'est la partie AI BI. Okay, donc, différents personas peuvent utiliser la plateforme. Maintenant, pour utiliser une plateforme unifiée, on a besoin d'avoir une couche de données en format ouvert. Donc, chez Databricks, c'est Delta Lake, mais aussi récemment avec l'acquisition de Tabular, on supporte complètement Iceberg. Et ce sont vos données là où elles sont chez votre fournisseur cloud. Okay? Donc, très bien, on a toutes les données disponibles chez vous. On a besoin d'avoir une couche de gouvernance centralisée sur ces données pour assurer les droits d'accès
l'audit sur ces droits d'accès, donc qui a accès à quoi et qui a accédé à quoi, le lineage, la dépendance entre les différents assets, que ce soit les tables, donc les données, le code ou bien les modèles ML. Donc, les trois couches de la plateforme, une couche unifiée de données ouvertes, une couche centrale de gouvernance au-dessus de ces données et au-dessus de tout ça, les différents usages pour couvrir les différents personas data de l'entreprise. Et une offre aujourd'hui en serverless, donc pour optimiser vos performances, optimiser, simplifier l'utilisation de la plateforme et aller très loin dans la minimisation de la maintenance nécessaire sur cette plateforme. En 3 minutes. C'est ça, Databricks. Si vous avez des questions, je serai là pour répondre. Merci Bachar. Bon, pour l'info, c'était la slide la plus technique de la présentation. Donc j'espère que ça ne va pas frustrer certains, mais en tout cas, que ça n'en inquiète pas d'autres. Mais en tout cas, c'était très clair. Merci beaucoup, Bachar. La partie plutôt, donc maintenant, rentrons vraiment dans le business case. Donc, comme je l'évoquais dans la partie plutôt contexte, Databricks finalement a été mis en place dans le cadre d'une stratégie de cloudification, mais qui a été mis en place finalement on top des data platforms existantes. Ça n'a pas été accompagné d'une stratégie de migration ou de décommissionnement. Et 5 ans après finalement l'arrivée de Databricks dans le paysage data de ce client, le constat il est assez clair et assez dur, c'est que l'environnement data il continue à être forcément fragmenté, puisqu'on a 3 plateformes data qui ont continué à évoluer en parallèle. On a des usages qui sont redondants. On a mesuré qu'environ 30% des données existent en doublon sur Databricks et sur les plateformes legacy. On a du coup une gouvernance de la donnée qui est complexe et des coûts de maintenance qui sont au plus haut, puisque 3 data platforms à maintenir. Donc ce constat, il m'a amené à intervenir chez ce client pour les accompagner dans la réalisation d'un business case pour finalement déterminer quel allait être le meilleur scénario de sortie finalement de ce constat. C'était très intéressant de mon côté, puisqu'on a vraiment ouvert tout le champ des possibles dans le cadre de ce business case. On a été jusqu'à finalement réinterroger le choix de la plateforme en s'interrogeant sur une approche multi-cloud ou sur la rationalisation sur Databricks. Au final, comme vous le voyez, avec la coche verte, le choix s'est porté sur la rationalisation sur Databricks pour 2 raisons. Déjà le sujet rationalisation en tant que tel, mais surtout, le fait, que, d'un point de vue, fonctionnel et financier, il n'y avait pas forcément d'intérêt, à date d'aller adjoindre à Databricks des capacités, spécifiques supplémentaires au travers, soit d'un compétiteur, soit d'une sous-couche, spécifiques, que ce soit AWS ou GCP. Dans le cadre de la, de la démarche de migration, là aussi, on a ouvert un petit peu tout le champ des possibles avec l'étude d'une approche industrialisée avec un outillage de migration automatique. Il y a des outils très bien sur le marché qu'on a pu tester sur de l'audit de la donnée, de l'audit des flux de données et d'une approche plutôt industrialisée de la réalisation avec la création de tables automatisées, la migration des développements des flux aussi automatisés. Finalement, ce n'est pas le choix qui a été retenu, notamment parce que globalement, comme je l'évoquais, Databricks, ça faisait 5 ans qu'il était dans le paysage et il y avait déjà beaucoup de données présentes dans cet écosystème. L'objectif n'était donc pas de reprendre l'ensemble du périmètre des plateformes legacy pour le reporter sur la nouvelle plateforme, mais plutôt d'avoir une approche un petit peu plus fine par validation des cas d'usage, et c'est ce que je vais vous présenter par la suite. Et enfin, dernier grand axe, on va dire, de choix pour la définition du scénario cible, c'est le choix du dispositif projet. Il y a eu des propositions d'accompagnement par des ESN concurrentes sur ce projet de migration, que ce soit en engagement de résultats ou de moyens, dit autrement en forfait ou en AT.
Finalement, c'est pas le choix qui a été retenu. Ce qui a été retenu, c'est plutôt, finalement de faire porter ce projet par, l'équipe data, en place, chez ce client, notamment dans un souci de réappropriation, du périmètre fonctionnel, de la donnée. Donc au final, beaucoup d'options, potentielles et un choix de scénario qui est donc la rationalisation du périmètre sur Databricks au travers d'une approche par validation de cas d'usage réalisée par les équipes internes du client. Donc comment on en est arrivé là? Donc au travers, comme je vous l'ai dit, de la définition et du fait d'expérimenter un petit peu les différentes approches possibles et de poser sur chacune de ces options, des critères quantitatifs et des gains qualitatifs attendus. Donc les critères quantitatifs, ils ont été de 3 types. Le premier, c'est finalement, les critères liés au projet de migration en tant que tel. Donc très classiquement, les risques, les coûts, les délais du projet. Je ne vais pas forcément m'appesantir, dessus plus. 2e grand axe de critères, c'est l'organisation post-migration. Quelle allait être l'architecture cible? Quelle allait être la capacité des équipes d'exploitation en place chez ce client pour, maintenir cette architecture cible? Quel effort supplémentaire potentiel il fallait faire? Et enfin, l'impact utilisateur. Au final, cette data platform, elle doit servir les métiers. Quel est l'impact utilisateur en fonction du scénario qu'on retient? Et ça a été un critère, très important, qui a été mis en avant. Et enfin, dernier critère et non des moindres, le critère financier, avec pour chacun des scénarios, finalement un calcul de ROI, donc retour sur investissement, à 3, 5 et 7 ans, qui a permis aussi de valoriser le projet d'un point de vue financier sur la durée. Certes, un projet de migration, ça a un coût, mais finalement, à quel moment, côté client, on s'y retrouve financièrement une fois qu'on a basculé de 3 à 2, puis à une data platform. Donc, à ces critères quantitatifs, on a mis aussi en regard des gains qualitatifs attendus sur le fait d'atterrir et d'avoir l'ensemble des données sur une seule plateforme unique, en l'occurrence Databricks. Et ces gains qualitatifs, encore une fois, ils sont au nombre de 3. Le premier, c'est effectivement s'appuyer sur les capacités d'innovation data et IA de Databricks sur l'intégralité du patrimoine de données. Charles a bien montré, on a tout un tas de capabilities, de fonctionnalités qui sont offertes par Databricks et c'est tout dans l'intérêt du client que de finalement permettre de s'appuyer sur ces fonctionnalités, sur l'ensemble du périmètre de données et pas uniquement sur ce qui avait été migré précédemment. Deuxième point, c'est l'homogénéisation des pratiques data dans le groupement. Très important aussi, finalement, d'avoir des utilisateurs qui soient formés sur une plateforme qui est certes moderne, mais surtout sur une plateforme unique pour déverrouiller des nouveaux cas d'usage et avoir finalement quelque chose d'homogène au sein du groupe. Et enfin, résolution de la dette technique. Effectivement, c'est un des grands enjeux de ce projet que de se débarrasser de plateformes qui sont un petit peu vieillissantes. Donc voilà pour la partie un petit peu, business case et comment on en est arrivé à lancer ce projet de migration et sur quels, finalement critères et gains qualitatifs attendus. Donc le projet de migration en tant que tel. Je vais d'abord vous présenter le panorama initial d'un point de vue d'une façon un petit peu, visuelle. Donc globalement, on a à gauche les applications métiers qui vont, pour certaines alimenter uniquement les plateformes legacy, pour d'autres alimenter, uniquement la plateforme Databricks, les plus récentes. Mais elles sont quand même assez peu nombreuses et au final, la grande majorité des applications métiers vont aller alimenter à la fois les plateformes legacy et à la fois la plateforme Databricks. Dans un souci de simplicité, j'ai mis qu'une flèche pour représenter, les flux de données entre les applications et les différentes plateformes, mais, ayez bien en tête que sur une application métier, on va avoir N flux qui alimentent les plateformes legacy, N flux qui alimentent Databricks avec évidemment pour la complexité, pas forcément les mêmes données qui sont tirées, à gauche ou à droite.
Donc ça, c'est pour la partie plutôt ingestion de données. Et pour la partie de droite, donc qui se consacre surtout, enfin, qui présente plutôt les usages, on va avoir des usages sur la plateforme Legacy qui vont être les usages assez classiques de la BI, donc du requêtage de données et du reporting pour faire simple. Databricks va évidemment supporter ces quelques cas d'usage, mais va aussi permettre d'adresser des cas d'usage de type data science et de type mise à disposition de données via API. Donc ça, c'est le panorama initial au début du projet. Donc comment quelle va être notre démarche pour adresser ce sujet? Comme j'ai évoqué, c'est une démarche qui met l'accent sur les cas d'usage et finalement la valeur métier. Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que finalement, on va repartir non pas de la source de données pour arriver jusqu'au reporting, mais plutôt des reportings pour bien comprendre et pour bien identifier quels vont être les usages qui apportent de la valeur au métier. Donc concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire on va inventorier l'ensemble des rapports qui sont utilisés sur une direction métier précise, que sur la base de cet inventaire, on va regarder techniquement quels sont les rapports qui sont utilisés. Et pour ça, on va s'appuyer sur les métriques de votre outil de data vis préféré. Et sur la base de ces métriques, on va aller interroger un panel de key users, donc d'utilisateurs métiers clés de cette direction, pour valider finalement l'intérêt des rapports à migrer. Donc on va partir d'un ensemble de rapports, on va en extraire un sous-ensemble utile et utilisé, et c'est sur la base de ce sous-ensemble de rapports qu'on va aller remonter la chaîne de la donnée pour identifier finalement quelles sont les tables qui alimentent les rapports utilisés et quels sont les flux de données qui alimentent ces tables. Donc ça, c'est la démarche, on va dire, théorique, et c'est la démarche qui a été validée dans le cadre du business case, sous réserve finalement que ça marche. Et donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a identifié un premier périmètre organisationnel pour lancer un MVP. Et l'objectif, c'est finalement de challenger cette démarche, de valider ou pas au travers du MVP que c'est cohérent, pour ensuite pouvoir l'appliquer, si c'est cohérent, à l'ensemble du périmètre organisationnel de la société. Aux joies, effectivement, ça paraît cohérent puisque quand on a appliqué cette démarche donc, sur un premier périmètre organisationnel, dit autrement une direction métier, on a fait donc ce MVP et on s'est rendu compte que sur les 30 rapports qui étaient identifiés, sur cette direction métier, en fait, il n'y en avait que 10 qui étaient réellement utilisés. Et ces 10 rapports étaient alimentés par 21 tables sur 40 qui étaient existantes dans la plateforme Legacy, et que pour alimenter ces 21 tables, il fallait tirer que 2 flux. Du coup, on s'est attaché à migrer ces 2 flux, à alimenter ces 21 tables et à reproduire ces 10 rapports, à faire valider tout ça par par la direction métier, et à remonter les résultats à la direction globale pour leur dire, voilà, notre démarche, a priori, elle fonctionne. On a un premier MVP pour le prouver. Qu'est-ce qu'on fait? Ils ont accepté finalement d'aller plus loin en appliquant cette démarche sur une nouvelle direction métier. Ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est du coup inscrit de façon un petit peu plus pérenne dans les processus de la direction data existante. Donc pour info, ils sont sur une méthodologie SAFe. C'est de l'agilité à l'échelle dans les organisations. Et donc, on a eu pour objectif d'appliquer donc cette démarche sur un nouveau champ organisationnel au travers du PI planning assez classique de l'entité. Et on a déroulé cette même démarche sur une nouvelle direction. Là encore, la méthodologie s'est avérée convaincante puisque on est à peu près sur les mêmes ratios de rapports existants versus rapports utiles, puisqu'on a 15 rapports qui sont utiles sur les 40 identifiés. Ces 15 rapports s'appuient sur 80 tables sur les 160 identifiés. Et là, la petite surprise du chef, c'est qu'on s'est aperçu que ces 80 tables, en fait, elles étaient déjà alimentées sur Databricks. Comme je vous l'ai dit en préambule, on a environ 30% de données qui sont redondantes, et on s'est aperçu que dans le cadre de cette direction métier, en fait,
les données redondantes sont les données utiles. Ce qui a du sens, mais globalement, c'était quand même un vrai plus de pouvoir finalement, au travers de cet inventaire, se rendre compte qu'on n'avait pas de nouveaux flux à tirer. Et donc, on s'est attaché dans le cadre de Solo 1, comme pour le MVP, à s'appuyer du coup, non pas sur des nouveaux flux, mais sur les flux existants, pour aller alimenter les différentes tables utiles pour recréer les rapports qui sont utilisés par les métiers. Donc cette démarche, elle a été validée une première fois au travers d'un MVP. On la valide une deuxième fois au travers de Solo 1 sur un nouveau champ organisationnel. Et donc du coup, finalement, on projette cette démarche sur l'ensemble des directions métiers du client. Donc cette démarche qui est aujourd'hui standardisée, réplicable et industrialisée, donc au travers de ce plan projet qui dure au global 3 ans et donc qui va nous amener fin 2026 pour un décommissionnement et une migration totale de la plateforme legacy existante. Ce qui est juste intéressant de noter, c'est que je vous ai dit tout à l'heure que globalement, on n'était pas parti sur une industrialisation automatique des outils de migration, parce que globalement, ça ne faisait pas sens dans le cadre de ce client. Néanmoins, on a réussi à industrialiser la démarche pour avoir finalement quelque chose d'outillé d'un point de vue méthodologique, même si d'un point de vue purement développement, on est sur quelque chose qui est de toute façon un petit peu plus manuel. Donc voilà globalement quelle démarche on a prise pour adresser ce projet de migration, comment on l'a appliqué, validé et comment on l'a projeté. Les 2 points clés que je voudrais mettre en avant dans le cadre de ce projet, le premier, c'est l'intégration des métiers. Je l'ai évoqué rapidement, l'identification d'utilisateurs clés pour accompagner le projet dans la partie inventaire et validation, c'était vraiment très important et même nécessaire pour finalement réussir à adresser le projet via cette démarche. Un projet de migration, on peut le penser comme étant quelque chose de très technico-technique. Dans le cadre de cette démarche, ça a été vraiment important de tirer de la valeur métier et pour ce faire, d'être accompagné par ceux qui portent et ceux qui peuvent vraiment valider cette valeur. Donc on l'a fait dans le cadre d'une population d'utilisateurs clés, mais on l'a fait aussi d'un point de vue plus général sur l'ensemble des utilisateurs au travers d'un plan de communication des parties prenantes, enfin à destination des parties prenantes, mettant en avant les futures évolutions et usages possibles au travers de la plateforme Databricks. Ça a été d'autant plus facilité, pareil pour le plan de formation, que globalement d'un point de vue reporting, donc les usages actuels, on les a reproduits à l'identique, mais en plus, on leur a donné la capacité de se projeter sur des nouveaux usages au travers justement de la plateforme Databricks. Le deuxième sujet, et non des moindres, c'est le sujet de qualité de données. Vous le savez, si vous avez plusieurs data platforms qui vivent en parallèle dans votre SI, il y a toujours des écarts entre les plateformes. C'est quelque chose qui est extrêmement récurrent et c'est quelque chose qui est extrêmement pénalisant dans le cadre des projets de migration de données. Pourquoi? Parce qu'on a fait le choix, au travers de la recette utilisateur, finalement, de leur demander de valider forcément nos développements. Et pour ça, la façon la plus simple pour un métier de valider un projet migré, c'est d'ouvrir le reporting basé sur la plateforme Legacy, d'ouvrir le reporting basé sur la plateforme cible, en l'occurrence Databricks, et de vérifier qu'il n'y a pas d'écart entre les deux. Donc, il peut y avoir des écarts si les développements sont mal faits, mais il peut y avoir aussi des écarts si les données à la source sont différentes. Et donc, ça nous a demandé, et ça nous demande toujours, un temps assez conséquent de résoudre ces écarts. C'est quelque chose qu'on avait peut-être sous-estimé en amont pendant la phase de cadrage et de business case, mais qui, in fine, dans la réalisation du projet, a un vrai impact sur la capacité de l'équipe à délivrer en temps et en heure. Donc voilà pour la partie démarche de migration. En conclusion, 3 grands enseignements que je souhaitais vous partager dans le cadre de ce projet. Le premier, c'était un des objectifs et
alors c'est atteint dans le cadre du périmètre déjà migré, mais on a aujourd'hui du côté des équipes une meilleure maîtrise fonctionnelle du périmètre de données et une réduction de la dette technique. C'était vraiment un des grands enjeux et c'est quelque chose qu'on est en passe de réussir, en tout cas qui est réussi sur les périmètres déjà migrés. On a tout un pan de la donnée qui était finalement relégué aux équipes plutôt dédiées plateforme legacy et qui maintenant est bien connu des équipes projets qui travaillent sur Databricks et qui vont pouvoir du coup accompagner les métiers dans le fait de déverrouiller de nouveaux usages sur la base de cette donnée. Le deuxième enseignement, qui est plutôt lié finalement à notre méthodologie itérative, c'est qu'on a à présent un plan projet sur 3 ans qui est fiabilisé. C'est ce que je vous ai montré tout à l'heure, l'application de la démarche à l'ensemble de l'organisation. Aujourd'hui, au travers des différentes phases de cadrage et d'inventaire qu'on peut déjà faire en amont, on a je pense, une bonne vision du temps et de l'effort que ça va nous prendre pour continuer de migrer le reste du périmètre. Avec encore une fois, cet aspect qualité de données à résoudre que maintenant on est aussi capable d'intégrer et d'estimer dans notre planning. Et enfin, le troisième enseignement et qui est un petit peu l'objectif final de ce type de projet, c'est que sur les 2 directions métiers qui sont migrées, on a effectivement un patrimoine de données qui est désiloté et qui permet finalement aux métiers de tirer des capacités d'innovation de la plateforme Databricks. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, ils sont capables d'aller voir la direction data pour leur demander des cas d'usage de type data science, de type GenAI, sur tout un pan de périmètre de données sur lequel ils n'avaient pas forcément la capacité avant le projet. Écoutez, c'est tout pour moi sur cette partie présentation. Merci de l'avoir suivi et puis ce que je vous propose maintenant, c'est de passer à vos questions. En effet, Marc, merci pour cette présentation et pour votre écoute à tous. On a une première question de Ala Oui. qui demande si Unity Catalog permet de voir le lineage. Est-ce que la déclaration est explicite ou implicite en analysant le code? Merci. Oui, j'ai répondu dans le chat, mais pour répéter, Unity Catalog détecte automatiquement. Donc, on infère les dépendances entre les différents assets automatiquement via les différentes exécutions, que ce soit des traitements de données, des modèles, de création de modèles data science, ou bien simplement le requêtage des données. Donc, c'est fait automatiquement et on détecte le lineage entre les assets data, que ce soit le code, donc par exemple un notebook qui inclut des cellules pour le traitement, pour les traitements de données, les tables en question, mais aussi tout ce qui est requête SQL ou dashboard qui consomme cette donnée, ou aussi un modèle data science qui a été construit sur cette donnée. Donc, tout ça est détecté automatiquement. Merci, Béchar, pour ta réponse, mais je voulais juste demander aussi une précision. Est-ce que cela fonctionne, quelle que soit en fait l'architecture, si on est sur le même workspace ou si on est sur des workspaces différents? Oui. D'accord, ok, super. Merci beaucoup. Car Unity Catalog se positionne au-dessus des workspaces. Donc, Unity couvre les différents workspaces. Donc, il n'y a aucune dépendance entre ce qu'on fait sur un workspace et les limites de détection de lineage dans Unity Catalog. Si vous avez d'autres questions, je vous propose de prendre la parole, de vous démuter et la prendre très librement. Eh bien, j'en profite parce que je l'avais rédigé dans le chat, mais je vais en faire en profiter tout le monde. En tout cas, avant tout, merci pour le contenu, pour la présentation. Moi, j'ai une question plutôt orientée sur la partie utilisateur clé. Je veux savoir comment vous avez fait, dans les grandes lignes, hein, bien sûr, pour engager, entretenir la collaboration justement avec les key users dans cette migration. Parce que d'expérience, moi, je sais que souvent le challenge, c'est vraiment l'inclusion, la gestion des utilisateurs plutôt que la donnée en elle-même.
Je veux savoir comment est-ce que vous l'avez abordé. Alors déjà, je partage sur cette difficulté. Enfin, très clairement, c'est un des gros enjeux, d'autant plus que dans le cadre de cette migration, finalement, cet enjeu, il est à reproduire N fois puisque, on est sur une migration qui a été prise enfin, le découpage des lots est fait d'un point de vue organisationnel. Donc pour chaque Ok. pan de l'organisation, finalement, on doit retrouver des key users et les réembarquer sur le projet. Après, je ne l'ai pas forcément évoqué, mais on a aussi une organisation type product manager, product owner, qui eux sont plutôt, on va dire, pérennisés dans le cadre du projet et qui nous aident justement à aller sélectionner, identifier les key users, les animer au travers d'un plan de communication et aussi surtout, on les a, une fois qu'ils sont identifiés, assez rapidement intégrés dans l'équipe projet. Donc, pas sur les cérémonies du day-to-day, mais plutôt sur finalement les cérémonies de fin de sprint, les différentes démos et les acculturer au fur et à mesure sur la méthodologie agile, sur les problématiques de recettes, ce qu'on attendait d'eux et sur finalement leur implication au sein du projet. Mais c'est vrai que c'est toute une mécanique qui est à mettre en place, qu'il faut des utilisateurs qu'il faut alimenter sur c'est quoi leurs intérêts de participer à cette migration, c'est quoi l'intérêt du projet pour eux, et ensuite à redupliquer pour chaque pan de l'organisation qu'on va adresser. Mais Ok. oui, enfin, je partage, c'est un gros enjeu. Ça marche. Merci beaucoup. Je vous en prie. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, je n'ai pas d'autres questions dans le chat questions-réponses. Donc, je pars du principe qu'il y en a plus, sauf si quelqu'un veut à nouveau prendre la parole pour si vous avez des questions ou des interrogations. OK. Éventuellement, Et j'ai une ben, petite question si. Ah, bien sûr. Là, parce qu'en fait, je sais que là, j'avais parlé de l'aspect plus collaboration. Et il y a un sujet que vous avez surtout relevé, c'était notamment ces analyses d'écart de qualité de Oui. données entre l'existant et la migration. Est-ce que justement, à cet effet, vous avez exposé les utilisateurs finaux à ces éléments? Alors, dans la mesure du possible, on les a traités en amont. Ok. Et par contre, c'est vrai que la question qui se pose, c'est finalement, jusqu'à présent, je vais le dire comme ça, on a réussi à traiter les écarts à 100%. Ok. Maintenant, c'est un défi et c'est un enjeu qui prend du temps. La question qu'on est en train de se poser, c'est finalement, est-ce que on n'est pas en mesure aussi d'accepter un certain pourcentage de delta Hmm. entre l'application legacy et l'application cible? Et dans ce cas-là, effectivement, le présenter aux utilisateurs en disant, voilà, on se permet quelque part, sous votre validation, d'avoir un écart à 0,X% entre ce qui existe aujourd'hui, ce qui existe demain, sachant que on peut avoir des problématiques d'ingestion de données sur l'une ou l'autre des plateformes. Idéalement, on met l'effort sur Databricks parce que c'est la plateforme cible, mais jusqu'à présent, on est obligé de mettre l'effort aussi sur la plateforme legacy pour avoir ce 100% finalement de matching entre les deux plateformes. Ce qui n'est pas forcément une cible très satisfaisante d'un point de vue projet, mais qu'aujourd'hui, on est quand même obligé d'avoir. Ok. Merci. Oui, Mariem, je vois que vous levez la main. Vous êtes en le mute. micro est coupé. Bonjour. Bonjour. Alors, j'ai une question qui concerne les règles de gestion. Est-ce que Oui. vous avez fait une reverse engineering sur la plateforme Legacy ou bien vous avez redéfini les règles avec les métiers, avec des workshops? Alors, très bonne question. On est parti du principe effectivement que c'était une migration ISO. Donc, l'idée, c'était vraiment de faire le ménage sur ce qui n'était pas utilisé. Par contre, ce qui est utilisé, on l'a reproduit strictement à l'identique. Pareil, ça a pu être une frustration d'un point de vue métier sur certains points précis, mais on ne pouvait pas s'engager sur migration plus évolution dans le cadre du temps et du budget imparti. Mais très bonne question, effectivement.
Merci. Juste une précision, c'est Ahmed. Apparemment, je suis connecté à partir du PC de mon épouse. C'est pas encore rien. Eh ben, merci Ahmed pour votre question alors. Merci. On ne dira rien à la sécurité de la DSI de madame, évidemment. Je sais pas, je vois Irina que vous êtes démuté. Je ne sais pas si vous aviez une question. Et si d'autres personnes ont des questions, ah ben vous remutez. Donc tout est OK. Moi, que ce soit un Victor dans le PC de Irina. Du coup, bon, bah, si vous n'avez pas d'autres questions, il me reste qu'à vous remercier une nouvelle fois de votre participation. Comme on a pu l'évoquer sur les invitations, on va vous partager le replay. N'hésitez pas à interagir avec nous si vous avez des questions post-présentation. En effet, moi, Marc, et l'ensemble de l'équipe Commit, on reste à votre entière disposition. J'en profite également pour vous dire que Commit Technology grandit vite et fort, que nous recrutons et donc nous recherchons à se renforcer sur plusieurs typologies de profils. Vous pouvez retrouver tout ça sur notre site internet, sur LinkedIn ou bien sur Freework, donc notre partenaire chez qui on se source. Donc n'hésitez surtout pas. Et puis pensez pareil à nous pour vos projets sur Databricks et sur vos projets data en général. Et merci Bachar pour ta présentation avec nous. Je profite aussi, tout le monde, si vous avez des questions sur Databricks, n'hésitez pas, vous avez mon email et avec plaisir pour couvrir vos besoins. Et merci beaucoup Bachar pour ta présentation et le support de Databricks sur cette initiative. Très bien. Excellente journée à tout le monde. Très bonne journée à tous. Au revoir. Au revoir. Merci beaucoup. Bonne journée. Merci. Bonne journée. Au revoir.